Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Nous allons parler de la filière caprine avec son président de l'interprofession caprine, Michael Lamy. Bonjour. Vous êtes Bonjour, donc président de l'ANICAP, éleveur de chèvres éleveur de chèvres en Maine-et-Loire. Ouais. en Maine-et-Loire. Euh, donc vous êtes nouvellement élu à la tête de l'ANICAP. Vous étiez déjà dans le... Oui, je suis éleveur depuis 25 ans et engagé dans la filière depuis quasiment 20 ans. Mhm. Et donc, en effet, j'ai pris la succession de Jackie Salingarde il y a un an en tant que président de l'interprofession nationale caprine. Mais j'étais déjà impliqué au sein de cette interprofession depuis une bonne dizaine d'années. J'en étais d'ailleurs le vice-président, représentant des coopératives laitières puisque l'interprofession est composée de plusieurs collèges, les industriels privés, les coopératives et un collège producteur piloté par la FNEC. Alors, on va essayer ensemble de dresser un peu le portrait de cette filière caprine. Une filière qui se porte quand même plutôt bien, avec une conjoncture qui est relativement bonne depuis plusieurs années. Oui, Expliquez-nous comment ça se fait et pourquoi. alors disons qu'on est une filière dynamique, bon, qui a ses challenges à relever, ses objectifs et sa singularité. Donc on est 6 000, environ 6 000 éleveurs de chèvres en France. Euh, la particularité, c'est qu'on en a la moitié producteurs de lait et dits fermiers, c'est-à-dire qui transforment à la ferme, et l'autre moitié qui est en circuit long, donc qui produisent du lait pour des entreprises électriques qui collectent et qui transforment ensuite en usine pour distribuer les produits dans différents réseaux, quoi. La moitié Donc, des 6500 producteurs. En volume, qu'est-ce que ça représente, la partie filière longue de la partie alors, filière vente directe aux produits fermiers? la filière longue représente beaucoup plus que la moitié, puisque les élevages sont de taille plus importante, hein. On a environ 75% du lait, la moitié des éleveurs qui sont en filière longue, mais qui représentent plus de 75% du lait transformé en filière longue, puisque forcément les élevages fermiers, puisqu'ils nécessitent d'avoir une triple compétence, hein. Il faut être éleveur, il faut être transformateur, et puis il faut avoir des talents de commerce. Et du coup, les élevages sont de taille un peu plus modeste, en effet. Pour se donner une idée, c'est quoi un peu la moyenne chez les transformateurs et la moyenne chez les, Alors, chez les livreurs en la coopérative moyenne ou chez les en laiterie? livreurs, on est autour de 200, entre 200 et 300 chèvres par travailleur. Mm. Chez les fermiers, alors, on peut avoir des éleveurs de taille un peu plus importante chez les fermiers lorsqu'il y a de la main-d'œuvre salariée, mais on est entre 50 et 100 chèvres lorsqu'on transforme son lait intégralement à la ferme. Mm. Cette filière longue, courte, elle se répartit aussi différemment selon le territoire. Il y a quand même des grosses zones de production là où le lait est collecté, puis peut-être de l'élevage fermier plus dans les pourtours, dans les En autres régions de effet, on France. va dire que l'élevage fermier, on va être réparti un peu partout en France, ce qui n'est pas le cas sur l'élevage en filière longue, hein, qui lui est présent uniquement dans des régions historiques où il y a une tradition. À la base, il y a bien longtemps de consommation de fromage et puis d'élevage de chèvres, hein. Donc, en tête, la Nouvelle-Aquitaine. Vient ensuite, en termes de volume, Avec quel département là? C'est pratiquement quoi? Oh, Poitou-Charentes oui, ouais. Poitou-Charentes, essentiellement Poitou-Charentes, mais pas que, parce qu'il y en a aussi un petit peu en Dordogne et dans le Limousin, donc l'ex-Aquitaine et le Limousin. Ensuite vient la région des Pays de Loire en termes de volume. Où vous êtes? Ouais, ouais. Derrière, il y a le centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes, là où il y a une grosse histoire de production fromagère, et notamment sous AOP dans le centre. Mm. Et puis la Bretagne, qui petit à petit voit le développement de son élevage de chèvres, au même Quelles sont titre. les raisons du développement du lait collecté en Bretagne? Il y a des Alors, laiteries qui sur poussent? la collecte, c'est principalement lié Bon, déjà, c'est une zone d'élevage. Mm. C'est une zone d'élevage, hein, où il y a peut-être un petit peu moins de concurrence sur des productions végétales et céréalières. Et puis en plus, c'est des dynamiques d'acteurs économiques locaux qui, pour certains, sont pignon sur rue en Bretagne. Et puis d'autres qui ont de la collecte en proximité et puis qui, dans le cadre de leur développement, essaiment sur les départements limitrophes, quoi. Mm. Justement, les collecteurs, c'est qui les grands groupes qui collectent du lait de chèvre Alors, aujourd'hui les principaux,
groupes, on va dire, on a 4 grands groupes qui collectent et qui transforment du lait de chèvre, hein. Donc le premier d'entre eux, la coopérative Agrial. Ensuite, il y a le groupe Lactalis, Savencia qui est associé à Terra Lacta, l'entreprise Riance. Et puis après, on a une multitude de petites PME qui peuvent collecter, on va dire, entre 2-3 millions de litres de lait jusqu'à 10-15 millions de litres de lait, souvent associés à de la collecte d'autres laits, hein, du lait de vache ou parfois du lait de brebis dans certaines régions, quoi. Toutes celles-ci, elles font des gammes assez différentes. Ça va du fromage AOP à des produits à mettre sur les pizzas, on va dire. De la filière, c'est d'avoir un plateau de fromage très, 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 très varié. On a de nombreuses AOP en lait de chèvre et on a une offre qui est très, très large avec des produits sous signe de qualité reconnus, AOP, des produits sous signe de qualité qui ne sont pas reconnus. Et puis après, une offre aussi qui peut être sous marque de qualité et puis aussi des produits un petit peu moins premium, mais qui trouvent quand même leurs consommateurs, qui ont permis aussi j'entends par là notamment la bûchette, qui a permis aussi de démocratiser, de développer, de démultiplier ces 20 dernières années la consommation de fromage de chèvre. Et puis surtout, de la rendre plus accessible aux consommateurs. Plus accessible et puis ouvert à d'autres usages que le plateau de fromage de fin de repas. Le chèvre est beaucoup utilisé aujourd'hui en cuisine. En fondu, et donc en entrée, dans des plats préparés, des choses comme ça, et même en dessert aujourd'hui, avec des gammes d'ultra frais qui se développent. Donc c'est tous ces nouveaux débauchis de ces 20 dernières années qui a permis à la filière de se développer, que ce soit en filière longue ou en filière courte, puisque aussi les fermiers peuvent avoir des offres, vendre des fromages pour ces préparations culinaires, quoi. Aujourd'hui, comment s'établit un peu la consommation? Il y a à la fois du fromage de table, de la restauration en foyer, mais aussi de l'export. Là, on n'est pas forcément, l'inflation étant passée par là, des hausses de tarifs nécessaires ont été passées. C'est pas sans répercussion sur notre mix produit. Bon, on va dire, par rapport à d'autres filières qui voient clairement la volumétrie et leur volume se tendre, voire se réduire, nous, on a la chance, c'est qu'en termes de volume, la consommation tient. Par contre, le mix bouge ou a bougé. Donc un peu moins de haut de gamme. Les produits premium se vendent quand même un peu moins bien. Et les produits haut de gamme, parce qu'il y a des arbitrages prix. Mais voilà, c'est un constat. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les fromages au lait de vache, hein. La catégorie fromage, tous laits confondus, se tient quand même, parce que est probablement lié aussi aux usages culinaires de la catégorie, quoi. Et il y a une concurrence internationale, il y a des pays limitrophes qui amènent des produits sur le marché français. En effet, il y a, on va dire, sur la filière longue, il y a 3 bassins de production, hein, l'Espagne, la France et les Pays-Bas. Et oui, là, depuis sur l'année 2024, on a observé une bascule, puisqu'on a notamment dans les pays en Europe du Nord, hein, ils avaient préempté certains marchés de poudre de lait infantile à destination de la Chine, marchés qui se referment. Et du coup, il y a infantile au lait de chèvre, du lait infantile au lait de chèvre. Au lactose de vache, peut-être, non? Je pourrais pas vous dire, mais bon, les Asiatiques ou les Chinois, voilà, sautent un petit peu sur tout. Alors, ça restait un micro-marché, hein, mais un marché premium et qui se tend aussi. Et du coup, il y a quelques millions de litres de lait en excédent sur ce bassin de production qui vient un petit peu en concurrence sur certaines de nos destinations, quoi. Si on en revient un peu plus à ce qui se passe dans les fermes, c'est aussi une filière qui est plutôt dynamique en termes d'installation, de nouveaux installés,
notamment qui attire peut-être plus de femmes que d'autres secteurs Voilà, on a la de chance d'être l'élevage. une filière très attractive. C'est sans doute la spécificité ou l'attrait de l'espèce. Donc, ce qui nous permet quand même de maintenir, avec des disparités régionales, mais ce qui permet de maintenir notre nombre d'éleveurs. Et les femmes n'y sont pas pour rien, puisque nous avons un taux de féminisation beaucoup plus élevé que les autres filières. Donc, c'est une vraie chance pour nous. Et c'est vrai que beaucoup plus que dans les autres filières, on a des femmes qui portent des projets caprins à part entière sur l'exploitation. Et c'est vraiment une chance. Aussi bien en termes de chefs d'exploitation que Ah, de, que des chefs, mais de que, toute que de façon, salariés aussi. les femmes ont autant de compétences que les hommes, sinon plus, Ouais. pour conduire une exploitation et peut-être encore plus pour la filière caprine, puisque l'élevage de chèvres nécessite beaucoup d'attention, nécessite d'être bien organisé. Et je pense que les femmes ont des atouts que les hommes n'ont pas D'accord. pour cette production-là. Ok. Sinon, la filière doit aussi s'adapter un peu aux nouveaux défis de demain. Je pense notamment au bien-être animal. En Elle a effet. parfois été un peu accusée d'avoir des chèvres qui sortent peu dehors, d'être un élevage presque hors sol, notamment dans les filières longues. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la filière s'est emparée de ce sujet-là il y a bien avant que ce soit d'actualité, il y a 5-6 ans, et on y a travaillé. Après, je voudrais quand même rappeler que l'élevage, enfin, ou les accès à l'extérieur, ou le pâturage, c'est un item du bien-être animal, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Le bien-être animal, et d'ailleurs on a discuté et on est en discussion permanente avec les ONG sur le sujet, c'est pas que la sortie des chèvres. Ça en fait partie, mais c'est régi par les 5 libertés fondamentales de l'OMS. Donc c'est l'absence de faim et de soif, l'absence d'inconfort, de douleur, de maladie, et la possibilité d'offrir aux animaux l'expression de comportements naturels, qui peut être la sortie sur des pâtures lorsque c'est permis, mais qui peut aussi être la sortie sur des aires d'exercice, ou alors des aménagements de bâtiments qui leur permettent d'exprimer leur comportement naturel, quoi. Avec de plus en plus des petites aires de sortie. Voilà. Donc, le de plus pâturage en n'est pas plus dans permis. les porteurs de projets, quand cela est possible sur des bâtiments neufs ou sur des aménagements, les éleveurs essaient de prévoir des aires de sortie pour que lorsqu'il fait beau, lorsque les animaux le souhaitent, les animaux puissent avoir accès à l'extérieur, un petit peu comme ça se fait en volaille label, par exemple. D'accord. Mais ça nécessite quand même, si on a beau faire sortir ces animaux, ça nécessite quand même d'avoir une bonne alimentation, un bon abreuvement, une bonne gestion sanitaire, une bonne gestion de la douleur, si on veut cocher toutes les cases et pouvoir garantir aux consommateurs que les animaux sont élevés dans un standard optimum de bien-être animal. Sur le volet environnemental et gaz à effet de serre, la filière fait aussi des efforts, Alors, essaye de s'améliorer. on est engagé. Et déjà, en tant qu'agriculteur, on est les premiers. Enfin, le constat du changement climatique, voilà, on le vit au quotidien, que ce soit par les excès de pluie comme cette année, ou alors les sécheresses, ou alors des périodes de gel ou des choses comme ça. Donc, je dirais, on est les premiers à s'en rendre compte. Et donc, la filière, voilà, sur ce sujet-là, est engagée à 2 niveaux. D'une part, sur des travaux d'adaptation au changement climatique, que ce soit sur la conduite des cultures, le choix des assolements, la diversité fourragère, l'aménagement des bâtiments par rapport au stress thermique, justement, en lien avec le bâtiment. Et puis aussi, on est aussi engagé pour améliorer ou réduire notre efficience et les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit autour du méthane, du protoxyde d'azote ou du CO2 dans la conduite de nos élevages, quoi. Merci Michael Lamy. Et puis je vous invite à vous renseigner sur la filière caprine auprès de l'ANICAP ou sur webagri.fr. Merci. Merci.